Afrique des libertés, je vous salue. Excellent vendredi 10 janvier 2025 sur la terre des hommes. Mobilisation générale de l'Afrique des libertés en soutien à son serviteur, Nyamsi Wa Cameroun, Wa Africa. Soyez salués et merci à chacune et à chacun d'entre vous de partager amplement le présent programme. En moins de 6 heures de temps, depuis 4 heures du matin, les Africaines et les Africains, les amis européens, asiatiques, américains de votre serviteur ont déjà dépassé la barre des $6 000 de dons volontaires offerts à votre serviteur. Vous avez l'opportunité de participer à cette grande démonstration de solidarité. Partagez massivement cette émission. Soyez salués. Sidé Obabi, sois béni. Le lien est disponible sur ma page Facebook, Franklin Nyamsi. On le trouve aussi dans les commentaires de mes chaînes YouTube, la partie commentaires. Nous avons l'occasion de donner une preuve à ceux qui pensent que nous sommes seuls, que nous ne sommes pas seuls. Votre serviteur est en super forme. Monsieur Macron préfère que je reste à la maison au lieu de me laisser aller éveiller la raison des jeunes gens de France. Bon, il me prive de salaire. Je reste à la maison et en une journée, déjà les Africains m'ont donné un salaire. Une seule journée. Ce que lui, en tant que représentant de l'État français, ne peut pas me donner en un mois. Les Africains me donnent ça en 6 heures de temps. Parlons-en un peu. Pourquoi les Africains m'aiment-ils? Je vous donne la parole, mes chers amis. Pourquoi m'aimez-vous? Écrivez vous-même. Je ne peux pas vous dicter les raisons pour lesquelles vous m'aimez, même si j'en ai une idée précise. Mais expliquez à M. Macron pourquoi vous m'aimez. Parce que c'est parce que vous m'aimez qu'il me déteste. C'est parce que je vous aime qu'il me déteste. La preuve, 6 heures de temps, plus de $6 000. Mes amis aux États-Unis ont publié pour l'Institut de l'Afrique des libertés un petit lien GoFundMe vers 3 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. Quand je me levais, le matin, il y avait déjà plus de $4 000. Là, on est à plus de $6 000. Sur un premier objectif qu'ils se sont fixés d'atteindre d'abord $11 000. Donc, il faut que vous répondiez, que vous expliquiez à la terre entière pourquoi vous m'aimez. Parce que je suis mal placé pour expliquer pourquoi vous m'aimez. Commentez, mes chers amis, sous la présente vidéo, donnez les raisons pour lesquelles vous m'aimez tant. Pour que M. Macron et ses services d'espions lisent bien pourquoi vous m'aimez. Car les raisons pour lesquelles vous m'aimez sont en rapport avec les raisons pour lesquelles il me déteste. Il y a une relation dialectique entre les deux corrélations, entre les deux courbes. Mick Bletto, mon ami, dit, il ne faut pas fermer le compte là. On va donner jusqu'à... Ils vont faire crise cardiaque. Ah, on peut faire ça, Africain. C'est comme ça que vous aimez votre fils. Il faut aimer son peuple. On reçoit au centuple. Il faut aimer les siens. On reçoit au centuple. Il faut servir la vérité, la justice, la solidarité des gens. Et ils te montrent leur amour. Oui ou non? Expliquez ce matin à M. Macron dans vos commentaires. Dites-lui, M. Macron, nous aimons
le docteur Nyamsi ou à Cameroun ou à Africa, parce que chacun d'entre vous doit dire pourquoi il m'aime. Comme ça, Macron va venir lire. Et il va se demander comment il peut faire pour être aimé comme moi. Je le suis. Libwengen. 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 Est-ce que vous êtes en train de partager cette émission? Partagez cette émission. C'est la gloire de l'Afrique. C'est la gloire de la solidarité africaine. C'est la démonstration de ce que nous disons. Nous sommes la plus grande civilisation humaine. Nous sommes la première civilisation humaine. Nous sommes une civilisation de vérité, de justice et de solidarité. Et c'est de cela qu'on nous a déviés par des dictatures, par la traite négrière, la traite arabo-musulmane, la traite occidentale atlantique, la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme et les dictatures africaines abjectes. On a voulu détruire la grande civilisation mahatique. Pourtant, nous sommes vivants. Nous, Africains, nous ne sommes pas finis. Expliquez ce matin à M. Macron, qui m'a puni 15 jours, exclusion de fonction. Je ne veux pas vous voir au travail. Restez chez vous. Bon, je suis resté chez moi. En 6 heures de temps, on m'a donné déjà le double de ce qu'il m'a pris. On m'a déjà donné en 6 heures de temps le double de ce qu'il m'a pris. Et on va continuer à me donner pour que je me prépare à tout ce qu'il veut me prendre. Oui! Je dormais. Quand je me suis levé, j'ai vu que mon peuple répond massivement. Les liens de dons sont à votre disposition. C'est une réponse au président Macron. Vous persécutez Franklin Nyamsi parce qu'il nous défend, parce qu'il défend le quadruple programme de l'Afrique des libertés. Retrait total des troupes néocolonialistes françaises du sol africain. Fin de la monnaie néocoloniale et coloniale du CFA du sol africain. Fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains. Renaissance, résurrection de la civilisation africaine. Nous savons que vous persécutez M. Franklin Nyamsi parce qu'il défend ces 4 causes justes. Et nous, Africains, nous ne le laisserons pas à votre merci. Nous le soutiendrons. Tout ce que vous lui enleverez, nous le lui donnerons au centuple. Et il en sera désormais ainsi partout et toujours, pour tout véritable serviteur des Africains. Écrivez ça. Non, continuez à commenter. Continuez à commenter. Et vous avez le lien à votre disposition. Je sais qu'aujourd'hui, là, minuit ne sera pas arrivé, qu'on aura déjà atteint le premier objectif de 10 000 $, 11 000 $. Aujourd'hui, normalement avant minuit, on est arrivé à l'objectif. Expliquez à M. Macron pourquoi vous m'aimez, parce qu'il ne comprend rien. Il n'arrête pas de dire ça, perlipopette, ventre bleu. Mon Dieu, crénon. Iki jam li gwengen. Iki jam li gwengen. Iki jam li gwengen. Iki jam li gwengen. Yar Macron a gwengen. Iki jam li gwengen. Panip Africa, pa gwelen. Panol Africa, pa gwengen. Ah, ça c'est vraiment... C'est-à-dire que tu es couché chez toi et ton peuple est autour de toi. Tu dors. Quand tu te réveilles, l'Afrique est debout. Tu as appelé l'Afrique vers 3h, 4h du matin. Quand tu te réveilles, l'Afrique est là. On pensait que les Africains étaient perdus, qu'ils avaient perdu les dimensions essentielles de leur civilisation. Mais
Si vous ne servez pas bien votre peuple, pourquoi va-t-il vous aimer? Expliquez à M. Emmanuel Macron, le président français qui me persécute, pourquoi vous m'aimez? Parce qu'il a du mal à comprendre. Merci à toi. Éloge Constantin Ségoun. Olou Ségoun. Éloge Constantin. Sois béni. Sois béni. Grand-fils du pays Yoruba, si je ne me trompe. Grand-fils du pays Yoruba. Du Bénin, du Togo, du Nigeria, de ma terre africaine. Ségoun. Éloge Constantin. Merci de ton geste. J'ai quelques sujets à aborder avec vous, mais je veux d'abord danser à votre honneur, danser pour vous remercier de la considération que vous m'accordez, vous remercier de l'amour que vous me donnez, vous remercier de l'estime, du respect que vous avez pour votre serviteur que je suis. Vous ne me décevez jamais. Chaque fois que je vous ai appelé, vous avez fait comme vous faites aujourd'hui. Et voilà pourquoi je sais que le combat que nous menons ensemble est juste et bon. Je sais que le combat que nous menons ensemble est juste et bon. Voilà, alors donc, Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Institut de l'Afrique des libertés et de son serviteur que je suis. Je vous salue. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025 et j'ai l'honneur, le bonheur de me présenter devant vous pour saluer déjà le grand élan de solidarité qui s'est levé cette nuit vers 3h, 4h du matin lorsque l'antenne américaine de l'Institut de l'Afrique des libertés a lancé un lien de collecte GoFund pour soutenir votre serviteur dans la traversée du désert qui se poursuit. Très tôt ce matin, vers 4 heures, quand ce lien a été publié, partout dans le monde, en fonction de vos latitudes et longitudes horaires, vous vous êtes mobilisés. Et je voudrais vous donner l'état de la situation au moment où je suis en train de vous parler, pour que vous sachiez où nous en sommes. Alors que nous avons commencé, ouvert cette quête avec un premier objectif de 11 000 $ à 4 heures du matin, eh bien, il est maintenant 11h30 du matin et vous êtes déjà à près de 6 470 $ de contributions volontaires à travers le monde. 6 470 $. Alors, donc, je me suis dit, quand je vais me connecter pour saluer mes amis, mes frères et sœurs de l'Afrique mondiale, je leur demanderai de me rendre un service supplémentaire, c'est d'expliquer par un commentaire personnel sous cette vidéo les raisons pour lesquelles ils me soutiennent. Parce que M. Macron m'a fait traîner dans un tribunal à 4 km d'ici. Et il m'a fait traîner là-bas pour m'accuser d'avoir accepté les dons que vous m'avez donnés. Et il a instrumentalisé la justice française pour qu'on demande qu'une partie des dons que vous me donnez me soit arrachée et qu'on verse ça dans la caisse du trésor français. Et je suis en procès contre précisément l'État pour cette raison. Parce que le ministère de l'économie et des finances de France peut me revendiquer des impôts en tant que je suis un contribuable et un contribuable lourd en France. D'accord? Mais le ministère de l'économie et des finances ne peut pas venir arracher des dons de solidarité que les Africains du monde entier me font en conséquence des persécutions que je subis en France. Et pour m'aider à y faire face. Avec mes avocats intrépides, Maître Djifutawo Woshawo Aboubekr, le mantra du droit, Maître Daniel Babin, Maître Corinne Jeanne Eléa Tangan, Maître Taboulambeko, Maître Geoffroy Balonga, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda. Notre détermination est totale pour toutes les affaires qui ont été créées, montées de toutes pièces contre votre serviteur pour l'empêcher de continuer son ministère d'éveil, d'émancipation et de libération
par l'outil de la pensée, de la communication et de l'intelligence. Eh bien, nos avocats intrépides et votre serviteur, nous sommes mobilisés pour faire entendre vérité et justice en toutes circonstances. Alors, il est important, en effet, de s'arrêter et de vous laisser prendre la parole, de vous laisser dire pourquoi vous soutenez votre serviteur. Je vais lire quelques-unes de vos réponses sur les différentes plateformes. Je vais les lire, quelques-unes de vos réponses. Je ne peux pas lire toutes les réponses. Mais je vous laisse d'abord commenter. Et je viendrai dans une émission après, lire et commenter les réponses qui, personnellement, m'auront marqué énormément. Non pas que toutes les autres ne m'ont pas marqué, mais je vais sélectionner quelques réponses qui m'ont vraiment touché parce qu'elles m'indiquent à quel point mon message, mon engagement est compris. Donc voilà pourquoi je vous prie, sous la présente vidéo, chacun d'entre vous, si vous le voulez bien, de faire un commentaire un peu détaillé sur votre serviteur pour dire pourquoi vous aimez mon affaire, comme on dit à Abidjan. Pourquoi vous là, vous aimez mon affaire? Parce que moi j'aime notre affaire. Notre affaire, c'est la libération de l'Afrique. Je vous aime en tant que peuple africain mondial. Et mon engagement est qu'on dise que quand j'étais sur la terre, j'ai servi l'émancipation des femmes et des hommes africains de toute la terre. Moi, c'est mon engagement depuis ma tendre enfance. J'ai toujours été obnubilé par la cause de l'amélioration de la condition de mon peuple. Partout sur la terre. Et j'aime les gens. Et j'ai tout fait pour avoir la meilleure formation intellectuelle possible afin de pouvoir concrétiser cet amour pour les gens par un engagement dans la cité. Et je poursuis cet engagement. Et je poursuivrai cet engagement jusqu'au dernier jour de ma vie actuelle sur Terre. Ça, c'est mon choix. Mais vous, expliquez-moi, dans ma manière de m'engager, dans ma manière de participer à notre œuvre commune, qu'est-ce qui a, en quelque sorte, créé cette relation fidèle qu'il y a entre nous? Qu'est-ce qui a créé cette affection particulière qui est entre nous? Telle que, lorsque je vous dis, on me persécute, je souhaite que vous me souteniez, vous volez comme un seul homme à mon secours. Expliquez cela, chacun à sa façon. Et dans une émission qu'on fera le week-end, je viendrai commenter, eh bien, vos commentaires. Parce que vous êtes mon public, vous êtes mon peuple. Tout ce que je dis, c'est vers vous. C'est vers vous que je vais. Et c'est à travers vous que mon verbe rayonne. Ce que je dis de vrai, de juste, ce que je peux dire de beau, ne vit dans le monde que parce que vous vous en emparez et qu'à votre tour, vous l'exaltez et que vous le transmettez. Donc, je suis intéressé vraiment par cette question. Que les Africaines et les Africains du monde entier qui me soutiennent, les uns en prière, d'autres en action, par des dons, d'autres par des conseils, d'autres par du soutien, de la vigilance, d'autres même en m'apportant des informations pour abonder mes émissions, pour nourrir mes émissions. J'aimerais que chacun dise pourquoi il fait ça. Parce que peut-être que le fait que vous disiez pourquoi vous faites cela permettra à ceux qui nous persécutent tous, à ceux qui veulent continuer à piller l'Afrique comme ils le font depuis 600 ans, de comprendre que l'Afrique a changé. L'Afrique à papa, le marchepied des colons occidentaux et moyen-orientaux, c'est terminé. Et il faut qu'on vous le dise en langue africaine. Et je le dirai aussi en langue anglaise. D'abord en langue anglaise, puisque comme cela, je m'adressais encore plus largement à beaucoup d'Africains à travers le monde. My dear people, African people, in African continent and outside, I'm so grateful this morning. I'm thanking you for the wonderful mobilization, the wonderful fundraising you are involved in to support me against the Macronian and France-African regime's persecution. Yes, I told you that Mr. Macron's autocracy fired me for 15 days. And is intending to fire me forever from my
position of public teacher of philosophy, professor of philosophy, just because I criticize their neocolonialist policy in Africa. I told you he decided to cut my income. And this is not the first time. He has been cutting my income for 5 years now. He wants me to be poor. He wants my family to die of hunger. He wants us to be abandoned so that he could shoo me in the streets alone and say he tried to contradict me, implore Macron, and he finished in the streets without clothes and with his family in Hungary. So, when we published through the American anthem of the African Freedom Institute, when we published a link for fundraising through GoFund, you were numerous and spontaneous in supporting us. So that for the first goal we've made, which is $11,000, we are now quite reaching $7,000 in at least 6 hours of fundraising. So I wanted to thank you a lot for this wonderful proof of love, for this wonderful proof of involvement in our common struggle for a free African continent. But I want also to ask another question. I would like you, please, to comment and to argue in answering to this precise question I am asking you. Why do you love this singular man called Dr. Nyamsi wa Cameroon wa Africa, Dr. Proof? Why do you love that man? Why do you appreciate him? Please explain it. Give at least one argument so that those people who are persecuting me here in France or in Africa or all over the world will know that Africa has changed. Africa is no more the field of Negro trade, being it Atlantic or Indian Negro trade. That time has ended. Africa is no more ready to accept colonial domination. Africa is no more ready to tolerate imperialism and its companions called terrorists. So please, in 1 or 2 sentences, just comment on this particular video conference to tell the world why this Dr. Nyamsi wa Cameroon is very important to your own view. So that when Mr. Macron, who is surveying, who is controlling, and who is very jealous of my success, because I'm loved by my people, when he will be reading your comment, probably I hope he will understand that he will never win the fight against this African generation. We are winning the fight because it is our time. We are winning the fight because our goal is right. Our goal is virtuous. Our goal is a wonderful challenge for the renewal of the marvelous African civilization. Mr. Macron or any other neocolonialist leader in this world will never be able to win in this century against Africa, because Africa has woke up. Africa is awakened. Africa is now eyes open. And we are looking on all this earth, and we are looking in the sky, and we are looking deep underground, and we are looking even in the supernatural world. We are looking to fulfill the goal of our freedom, sovereignty, dignity, and prosperity.
We sing now today with Sonny Okosons of Nigeria. Who owns Papa's land? We want to know, we want to know. We want to know who owns the land. Africa is my father's land. Africa is my mother's land. Who owns Papa's land? I want to know, we want to know. Africa want to know who owns the land. Africa is my father's land. Africa is my mother's land. Who owns Papa's land? We want to know, we want to know. We want to know who owns the land. Cette génération dont je parle, c'est d'elle que je parle aussi en bassa bantou africain, en disant Abonba Africa, quelle lame. Kalanime. Mais sebelbe julini kalbele. Et mournou va se Macron. Ambunga me bouloyem. Akirmen sa. Bale nihongole sans yes diejo. Inyo Africa. Sans ye menjol. Ni be inyo Africa. Iye ilam. Hola name. Lona me pang. Men por la len. Ingen inna. Iju. Meke menangal. Iningi meningi. Itore mentore. Nintime de ko mboro risamal. De ko risamal. Di ko risamal. Di dollar. Nintijo. Nie ko ba pam nano. Iri ko risambok. Di dollar. Ma wanda men mantere Amerika. Balon nandik man. Balon nandik man pan. Pan nehi yo munung yo mabas vele GoFund. Ibale ninke Facebook. Tole ninke YouTube. Ninko ba ipan i. Nkoba sel i. Mou kere sel i. Ngeng isamal ndiri yon interbe. Ni Yunus. Macron yeme yen bay. Ankir men sa. Nimbongo ndiri. Ngeng isamal. I Yunus sa wem. I korwongele ba. I kere jujara. I John Melona i porobe. Bon ba Afrika. Melona porobe kalbele. Ba ni ele de angle Macron nyuki ningweme. Nyuki ningwehelme. Ki menbombe. Ki mentibe. Lela me hola be. Lela me be nsen kala ninye. Nyule anainjong. Anainjong. Gweha nani nyuyem. Yongen bon le Macron an ngome. Ki bon ba Afrika bangwizme. John Macron an oolme. Donc l'ennemi, il te lève kale, même pour oube barbele, a bon ba Afrika, kalanime, inyuki n'ingweme. Filles et fils d'Afrique, dites-moi donc, pourquoi m'aimez-vous? Expliquez-leur pourquoi vous m'aimez. Pour qu'ils comprennent que c'est plus fort qu'eux. A bon ba Afrika, kalanime, inyuki n'ingweme. An lanabo, inyuki n'ingweme. Ibon leba norle iyom I in lobo. Iyom I in lobo. Iyom I in lobo. E wiye job. E wiye job we lolombi. We ba tupik. E mourwa sevele Macron an la bebis. Nebe Afrika tokel te wara. Anko na pulasi tokel ki. Ina pulasi ni. Me yi nendi me porok. Hara yen ankwel. Men por men yene. Toh nou men tos. Ba soso ba taraba nok. Lolombi herbis. Ba tout nyambe. Anok. Donc voilà mes amis. En 3 langues, très rapidement, le message que je voulais mettre à votre disposition ce matin. Je voulais vous appeler à expliquer au monde ce qui se passe entre nous. Hein? Expliquez-leur ce que Ndedi Yango a dit. Entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Quand les Africains voient un de leurs leaders les servir, les Africains l'aiment à mort. Entre eux et leurs serviteurs, c'est comme l'écorce et l'arbre. Entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas ton doigt. Le prince Dédé Yango a chanté ça, les gens n'ont pas compris. Il ne faut pas mettre ton doigt
entre les Corses et l'arbre, entre Niamsi et l'Afrique. Tu mets ton doigt là, ça cale. Tu mets ton doigt là, il y a le courant dedans. À Abidjan, on dit, il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Je vois des gens, ils sont là. Comme on est tous sur les réseaux sociaux, chacun a le réseau social. Bon, il y a des gens qui sont là, ils ne savent pas que, bon, quand même, les Africains savent qui leur est utile et qui ne leur est pas utile. Ça seulement les Africains savent. Bon, il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'être sur le réseau social pour être aimé par les Africains. Non, il faut faire un travail sérieux. Il faut faire quelque chose qui fasse que les Africains soient prêts à se sacrifier pour toi. Il faut montrer ton sens du sacrifice pour ton peuple. Ton peuple te le rendra au centuple. C'est une loi de la vie. C'est une loi de l'univers. C'est une loi du cosmos. D'accord? Là, il y a des gens qui sont là. Quand les Africains sont solidaires envers leurs serviteurs que je suis, au lieu d'être contents, parce que ça prouve que notre civilisation se porte mieux, ils sont jaloux. Bon, écoute. Il n'y a rien dans la jalousie. Essaye de faire comme moi. Si tu essayes de faire comme moi, job, wallahi billahi talai, tu vas avoir les mêmes résultats. Plus tu vas faire comme moi je fais là, plus tu vas avoir des résultats que moi j'ai là. Alors, il y a des gens, ils ne veulent pas faire l'effort, ils ne veulent pas travailler sérieusement, mais ils veulent avoir des récoltes. Ils veulent avoir des récompenses. Ça, c'est quoi ça? C'est du dilettantisme incompétent. Bon, écoutez, les Africains aiment mes analyses politiques. Donc, toi, forme-toi pour faire des analyses politiques. Les Africains vont t'aimer. Mais tu ne peux pas vouloir bénéficier de la reconnaissance des Africains alors que tu ne leur apportes rien. Rien du tout. Et que tout ce que tu veux, c'est qu'ils te donnent ce que tu ne mérites pas. Et c'est le problème qui m'oppose ici à la direction du néocolonialisme français. Voilà des gens qui n'apportent rien à l'Afrique, mais qui veulent que l'Afrique leur dise merci. C'est du jamais vu. Comment l'Afrique peut-elle dire merci à des gens qui la pillent depuis des siècles? C'est du cynisme, mais c'est contre-intuitif, ça n'a aucun sens. On doit vous dire merci pourquoi? Pour la traite négrière? On doit vous dire merci pour les massacres coloniaux qui ne sont toujours pas jugés? C'est pour ça qu'on doit vous dire merci. Les déportations, le pillage des œuvres d'art, le pillage du sol, du sous-sol, toutes nos réserves d'or, nos réserves financières que vous avez confisquées dans vos banques, l'argent public des États africains volé par les dictateurs africains et que vous avez volé, on doit vous dire merci pour ça. Hein? On doit vous dire merci pour les 60 Ivoiriens massacrés par l'armée française en novembre 2004. On doit vous dire merci pour les Nigériens qui ont été massacrés là. En 2021, lors du passage de l'armée française, on doit vous dire merci pour ça. Merci. On doit vous dire merci pour la guerre du Congo-Wara entre 1929 et 1931, en Ubangi-Chari. On doit vous dire merci pour 1 million de Camerounais massacrés entre 1955 et 1971. On doit vous dire merci pour ça. Pour les près de 3 millions de soldats africains morts pour vous libérer alors que vous vous cachiez derrière eux. On doit vous dire merci. Comment ça va commencer? On va vous dire merci pourquoi? Vous êtes redevable à l'Afrique. Davantage que l'Afrique n'est redevable envers vous. Ils disent qu'on doit leur dire merci. Alors que vous n'avez même pas commencé à donner même le millième de ce qu'on vous a donné. On doit vous dire merci pourquoi? Pour l'uranium que vous avez pillé depuis des décennies. Le pétrole que vous avez pillé, que vous ramassez même encore au Congo-Brazzaville sans quantité connue par le gouvernement. On doit vous dire merci pour ça. Pour les forêts africaines dévastées. On doit vous dire merci pour ça. Pour le droit de veto sur l'Afrique, confisqué aux Nations Unies. On doit vous dire merci. Mais si on doit vous dire merci pour cela, il faut que ceux qui vous disent merci soient des démons et que vous soyez le diable en personne. Ah mais oui, il n'y a que des démons qui peuvent remercier le diable. Sinon, les serviteurs du bon Dieu, les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. On ne dit pas merci à un méchant pour sa méchanceté. Non, on combat la méchanceté du méchant. Et c'est ainsi qu'on s'affirme comme une créature en ressemblance du Créateur, en forme d'amour. Donc, franchement, là, quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai vu l'élan que vous avez manifesté, quand je me suis réveillé, j'ai dit, bon, je vais faire une émission très interactive, je vais amener mes amis à s'exprimer, à expliquer pourquoi ils me soutiennent. Et plus tard, je ferai une autre émission interactive où je vais lire certains de leurs commentaires
et dire comment je reçois cette affection et cette compréhension. Ça, c'était la première partie de mon propos. C'est de vraiment vous remercier pour la formidable mobilisation. Vous savez, nous sommes maintenant à 6 800 dollars. Plus de 6 800 dollars. Il est probable même que d'ici la fin de cette émission, on ait dépassé la barre des 7 000 dollars. On a commencé à 4 heures du matin. Il est 11h52, bientôt midi. Bon, donc, vraiment, sentez-vous libre de vous exprimer. Et merci à celles et ceux qui participent spontanément, comme ils peuvent, à cet élan de solidarité. À ceux qui ne peuvent pas, je dis aussi merci. Parce qu'en fait, ils participent d'une autre façon. Soit par des commentaires, soit par une appréciation, soit par des prières. Car pour ma part, je suis convaincu que la prière est une action. La prière est une action. Et l'humanité que vous voyez là fait partie du cerveau de la Terre. Ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui se passe dans notre mental, influence la situation sur la Terre. Un jour, bientôt, on pourra établir une corrélation entre les vibrations mentales et les phénomènes atmosphériques. Des études vont parvenir à établir cette corrélation, je le crois. Merci à toi, Dr Jean-Yves Mougou. Des études vont parvenir à établir cette corrélation. On va à un moment donné se rendre compte que l'état mental dans lequel se trouve l'humanité influence l'état physique dans lequel se trouve la Terre, son environnement et son atmosphère. Regardez par exemple les événements terribles qui se déroulent en Californie. Ce feu qui dévore la Californie, ce feu qui dévore la ville de Los Angeles. Comment doit-on comprendre ce qui se passe là? Alors, d'abord, c'est une catastrophe naturelle. Et ça peut arriver n'importe où, à n'importe qui. Il ne faut pas que nous allions ici dans une logique de penser que Dieu aurait décidé de les punir eux, spécialement. Eux seulement. Ce n'est pas tout à fait l'explication que je veux donner. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute un rapport entre la manière dont nous, les êtres humains, nous habitons la planète et la manière dont la planète réagit à notre présence. Une certaine manière d'habiter la planète qui consiste à la dévaster, à la déforester, qui consiste à la dénuder, qui consiste à la surexploiter, engendre des phénomènes naturels extrêmes dont nous sommes les premières victimes. Donc d'une certaine façon, en réalité, beaucoup de catastrophes naturelles sont des réponses de la planète au comportement humain. Des réponses de la planète au comportement humain. Il y a un rapport écosystémique profond entre les grandes catastrophes naturelles et les grandes dévastations culturelles. Plus la dévastation culturelle avance, y compris sur le plan mental, plus les confusions mentales prospèrent parmi les humains, plus la planète est troublée. Y compris sur le plan météorologique, sur le plan climatique. Nos comportements influencent la nature et la nature nous influence. Il y a une dialectique de la relation de l'homme à la nature qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus subtile qu'on est habitué à le penser. On a tendance à établir uniquement des corrélations physiques. Mais il y a une corrélation entre l'état mental de l'humanité et l'état physique de la Terre. Vous savez par exemple que quand quelqu'un est dans une phase de déprime, bon, il n'a pas tendance à être propre. Vous avez remarqué ça ou pas? Les gens qui sont déprimés ne sont pas souvent propres. Ils vont faire 1 semaine, 2 semaines sans se laver. Donc vous voyez très bien que l'état mental influence l'état physique. Si c'est vrai de l'individu, mes chers amis, mais c'est vrai de la planète. C'est vrai de la planète. Mais qu'est-ce qui constitue le mental de la planète? Mais c'est le mental des humains, c'est le mental des animaux, c'est le mental des plantes, c'est le mental des minéraux. Tout ce qui existe sur cette planète a une dimension mentale. Donc si le mental des humains est trouble, si le mental des animaux est trouble, si le mental des plantes est trouble, si le mental des minéraux est trouble, comment voulez-vous que le physique de la Terre soit stable? Il y a un rapport entre notre état mental, nous, les êtres vivants qu'il y a sur la Terre, et l'état physique de la Terre. Parce que le mental qui nous constitue, qui constitue aussi les animaux, qui constitue aussi les plantes, qui constitue aussi les minéraux, mais c'est le mental de la Terre tout entière. C'est le mental de la Terre tout entière. Qui n'a pas de, si vous n'avez pas de son, il faut réactualiser. Vous faites comme si vous quittiez la page sur Facebook. Vous faites comme si vous quittiez la page et vous revenez, vous réactualisez. Moi ici, je n'ai pas le sentiment que vous n'avez pas de son. Ça doit être un souci au niveau de votre machine. Bon, parfois, ils font également tout pour gêner mes amis, pour les empêcher de m'écouter. C'est possible. D'accord? Donc, alors,
il y a une corrélation entre l'état mental de l'humanité et l'état physique de la Terre. Quand l'humanité est perturbée mentalement, elle agit mal. Elle détruit l'écosystème. Et en détruisant l'écosystème, elle le prédispose à produire des catastrophes. Regardez le degré de destruction de nos forêts. Regardez le degré d'érosion des côtes maritimes, dont nous sommes responsables. Regardez le degré de pollution de notre planète, dont nous sommes responsables. D'accord? Ça, ce sont les conséquences de notre état mental. C'est notre état mental qui produit nos civilisations matérielles, puisque ce sont nos idées que nous mettons en œuvre sur la Terre. Or, ces idées-là, dès lors qu'elles ne sont pas harmonieuses, dès lors qu'elles ne sont pas des idées qui permettent de préserver l'essentiel, elles produisent le contraire. Et ce contraire rejaillit sur nous. Je vois de plus en plus clairement cette boucle dialectique entre le mental et le physique. Non pas seulement dans l'homme, ça c'est déjà vérifié, que l'homme physique est influencé par son état mental. Tout comme l'homme mental peut être influencé par son état physique. Ça c'est connu. Mais on ne voyait pas depuis longtemps que le mental influence le physique de la Terre. La Terre, son mental, c'est quoi? C'est ton mental, mon mental, notre mental. Ça fait partie du mental de la Terre. Les animaux que vous voyez là, ils ont une vie mentale. Vous savez très bien que vos chats, vos chiens, ils rêvent aussi. Ils ont des pensées, ils ont des idées. Donc, ils appartiennent aussi au monde mental. Mais on ne voit pas souvent que les plantes que vous voyez, même les plantes ont une vie mentale. Parce que les plantes sont intelligentes. Les plantes que vous voyez là, elles vivent en société. Elles communiquent. Les plantes se déplacent. Les plantes élaborent des stratégies les unes contre les autres. Les plantes échangent des informations. D'accord? Une plante peut se défendre contre un animal. Une plante peut se défendre contre un animal. D'ailleurs, une plante peut utiliser des animaux pour se défendre contre d'autres animaux. Il y a des plantes, par exemple, qui produisent un certain sucre qui attire des fourmis urticantes. Et comme ces fourmis urticantes vont venir vivre sur elles, les animaux qui aiment manger son écorce n'oseront pas la manger parce qu'ils risquent d'être piqués et envahis par les fourmis. Les plantes ont des stratégies comme cela. Donc, du coup, vous devez comprendre une chose. Si vous ne l'avez pas comprise, c'est que l'univers, il est mental. Le monde que vous voyez là, c'est une pensée. C'est un réseau de pensées. C'est un réseau de pensées. Donc, il faut pas simplement prendre soin de l'apparence du monde, c'est-à-dire le monde physique, mais il faut prendre soin de son essence, c'est-à-dire le monde métaphysique, le monde mental. Et l'erreur de gens comme M. Macron, les dirigeants occidentaux, c'est qu'ils ont surdéveloppé le monde de l'apparence. Ils ont fini par penser que tout dans le monde résidait dans l'apparence. Ils n'ont développé qu'une pensée de l'apparence, c'est-à-dire du rapport de force. Une pensée du m'as-tu vu, une pensée de l'exhibitionnisme, une pensée de l'extériorité. Ils ont progressivement perdu l'assise dans l'intériorité, c'est-à-dire dans l'élément le plus profond, la dimension la plus essentielle de la réalité. Car en fait, il faut le savoir, l'esprit domine la matière. Alors, un monde qui est déraciné de la vie spirituelle est un monde qui va aller de catastrophe en catastrophe. Les événements de Los Angeles peuvent arriver partout ailleurs, en Afrique, en Europe, en Asie. Car en fait, partout ailleurs sur la Terre se développe cette pauvreté de l'esprit qui fait que nous n'anticipons plus assez. Nous ne comprenons plus assez les grandes tendances de la nature. Nous avons été aveuglés par la matière, nous avons été aveuglés par l'extériorité, par bien sûr la course au pouvoir extérieur, et nous avons perdu le pouvoir intérieur. Nous avons perdu le pouvoir intérieur qui est pourtant la base de tout pouvoir. Celui qui n'est pas maître de soi n'est maître de rien. Celui qui n'est pas maître de soi n'est maître de rien. Si tu n'as pas une assise en toi-même, tu ne peux pas avoir une assise hors de toi-même. Alors, enfin, voilà un peu la première partie de notre conversation. Je voudrais maintenant compléter un peu celle-ci par quelques commentaires sur l'actualité. L'actualité politique africaine. Alors, il y a deux choses qui m'ont marqué et dont je voudrais vous parler. D'une part, la réaction du président ghanéen, le nouveau président élu, John Mahamad Dramani. Il y a une vidéo qui fait le tour sur Internet du président ghanéen nouvellement installé, John Mahamad Dramani, dans la cour de sa résidence, avec son homologue, le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. John Mahamad Dramani, devant les caméras
de la télévision, de la radio ghanéenne, dit que le jour de son investiture, lui, John Mahamad Dramani, le président du Ghana, son homologue qui est à côté de lui, son jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré, a été plus applaudi. Il dit que l'homme le plus applaudi du jour de l'investiture, c'est le président ghanéen qui dit, hein. Ce n'est pas le président burkinabé qui a dit « j'ai été applaudi ». Non. Ce ne sont pas les Burkinabés qui disent « notre président a été applaudi ». Non. C'est le chef de l'État ghanéen qui reconnaît que la star, la superstar de l'investiture du président du Ghana, nouvellement élu, lui-même, John Mahamad Dramani, la superstar, paradoxalement, ce n'était pas lui. Celui qui lui a volé agréablement la vedette d'ailleurs, parce que c'était un petit frère à lui qu'il aime, c'est son jeune frère, le président du Faso. Alors, la question que je voudrais vous poser, mes chers amis, à votre avis, pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il, pour ainsi dire, emporté la palme d'or de l'applaudimètre, alors qu'il est arrivé au pouvoir par coup d'État? Et que John Mahamad Dramani, lui, il arrive au pouvoir par élection. On a une arrivée au pouvoir au Ghana par le principe électoral, dit démocratique. Et on a une arrivée au pouvoir au Burkina Faso par le principe révolutionnaire. Et dans un pays où le président est élu démocratiquement, on applaudit davantage un président issu d'un coup d'État révolutionnaire. Je pose à l'Afrique des libertés, je pose à mes amis dans le monde entier la question suivante. Mais pourquoi les Ghanéens qui choisissent par la voie démocratique leur président sont pourtant massivement admiratifs d'un président qui n'est pas arrivé au pouvoir par la voie démocratique, mais par la voie révolutionnaire? Voilà une grande question d'analyse politique qui devrait intéresser chacune et chacun d'entre nous. Et voici ma réponse à moi. Le principe démocratique ne suffit pas à légitimer un pouvoir. Il ne suffit pas que tu aies été élu, comme John Mahamad Dramani l'a été. Il ne suffit pas que tu aies été élu pour être légitime. Ça ne suffit pas. La légitimité la plus profonde de n'importe quel pouvoir, elle appartient au monde justement de l'esprit, au monde spirituel dont je viens de parler. C'est le lien d'amour. C'est le lien immense et infini d'amour entre un peuple et son dirigeant, qui donne à ce dirigeant une légitimité terrestre et surnaturelle. Écrivez ça. Ce n'est pas le principe démocratique qui est le plus puissant lien entre un peuple et son dirigeant. C'est le principe d'amour. Mais pourquoi les Ghanéens ont-ils manifesté de l'amour envers le président Ibrahim Traoré? Mais parce que le président Ibrahim Traoré leur rappelle celui qui a fondé la démocratie ghanéenne moderne, le capitaine Jerry John Rawlings. Jerry John Rawlings était arrivé au pouvoir par un coup d'État révolutionnaire, comme celui du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et c'est lui qui a mis de l'ordre pour que le Ghana, qui était la risée du monde dans les années 70, début 80, c'est le capitaine Jerry John Rawlings qui a mis de l'ordre, qui a bâti la République dite démocratique, l'état de droit ghanéen actuel. C'est lui. Donc, en fait, quand les Ghanéens ont vu le capitaine Ibrahim Traoré, dans leur inconscient, dans leur subconscient, dans les tréfonds de leur mémoire, ils ont vu le fondateur de leur République actuelle moderne, Jerry John Rawlings. Ils l'ont comparé et ils ont dit, il est de la trempe de ceux qui redressent un pays. Il est de la trempe de ceux qui renouent un lien de confiance entre la direction d'un peuple et son peuple. Il est de ceux qui aiment leur peuple et qui méritent d'être aimés. Est-ce que vous voyez qu'il y a une relation? Est-ce que vous voyez qu'il y a une continuité entre cette expérience de la visite ghanéenne du président Ibrahim Traoré que je viens de commenter et ce que je vous ai dit dans la première partie de cette émission, en vous posant la question de savoir pourquoi m'aimez-vous? Nous sommes en train d'interroger le lien d'amour dans le domaine politique. Un domaine où bien souvent c'est la haine, la compétition, la rivalité qui triomphe. Et je dis que même dans le domaine politique, le lien le plus profond entre les dirigeants
Et les peuples, c'est le lien d'amour. Quand votre peuple vous aime, même vos défauts ne sont pas graves. Quand vous aimez votre peuple, il vous pardonne même vos défauts. Il sait que vous êtes un être humain, que vous êtes imparfait. Il sait que vous avez des travers. Mais en fait, l'amour que vous avez pour lui, étant au-dessus de tous vos travers et de toutes vos faiblesses, votre peuple vous rend un amour inconditionnel. Même quand vous vous trompez, votre peuple dit, il s'est trompé, mais on l'aime. C'est un être humain comme les autres, il peut se tromper. Il se trompe de bonne foi. Nous l'aimons. C'est ce que vous avez vu. Donc, c'est une occasion pour les Africaines et les Africains de sortir un peu de la drogue du principe démocratique qui nous a été tambouriné dans les crânes. Grâce au programme scolaire d'inspiration occidentale. Démocratie, démocratie, démocratie. Les mêmes qui disent ça, ils ont des rois. Ils ont 12 rois ici en Europe. Non, la démocratie n'est pas la seule forme de régime qui permette en effet une légitimité politique. Le régime révolutionnaire populaire a sa légitimité. Ibrahim Traoré, que vous voyez là, est le chef d'État légitime du Burkina Faso. Parce que l'écrasante majorité des Burkinabés l'aiment, le lui montre. Et que lui, il aime l'écrasante majorité des Burkinabés. Et cela est su de toute l'Afrique. Ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder avec vous. Pour dire que les élections, oui. Mais les élections ne sont pas l'opération par laquelle le lien le plus profond entre un homme et son peuple s'établit. Cette opération, elle a lieu dans le monde spirituel, dans le monde mental. Il faut que naisse entre un leader et son peuple le lien d'amour. Si tu aimes tes gens et que tes gens t'aiment, tu as déjà gagné toutes les élections et plus. Si tu aimes tes gens et que tes gens t'aiment là, tu as déjà gagné toutes les élections et même plus. Écrivez ça. Tilana Yomi. Tilana. Si tu aimes tes gens et que tes gens t'aiment, tu as déjà gagné toutes les élections et même plus. Tilana. En bassa bantou, ça veut dire écrivez ça. Écrivez. Il faut donc construire les relations les plus solides sur le plan intérieur, sur le plan surnaturel. Et il faut construire les relations les plus solides sur le plan de l'amour. Si vous vous aimez, malgré vos défauts, vous vous supporterez et vous traverserez la vie ensemble. Vous aurez des hauts et des bas, mais au fond, comme vous vous aimez quand même, et comme vous vous aimez avant tout, et comme vous vous aimez d'abord, tout ira. Mais c'est quand l'amour fout le camp. Vous pouvez organiser toutes les élections que vous voulez. Quand il n'y a pas un lien d'amour qui est né entre le peuple et les dirigeants, entre les dirigeants et le peuple, le système politique est foiré. Voilà. Regardez toute l'Europe, elle est dirigée par des gens qui disent qu'ils ont gagné les élections, mais paradoxalement, on voit que leur peuple les déteste. Et on se rend compte qu'ils détestent leur peuple. Et regardez la relation, par exemple, entre le président Macron et le peuple français. On voit bien que c'est une relation de détestation mutuelle. C'est paradoxal. Il a été, pourtant, nous dit-on, élu. N'est-ce pas? Mais c'est le français le plus détesté. C'est le français le plus détesté actuellement. Si vous faites un sondage, quel est le français le plus détesté? On va citer le président Emmanuel Macron. Oui! Un citoyen est même allé jusqu'à le gifler publiquement. Comme dirait Goï Michel, un citoyen l'a engagé, quoi. Il l'a engagé. Devant tout le monde. Le gars a pris 3 mois de prison. Mais il est parti en prison en souriant. Oui! Donc voilà donc, je voulais souligner ce paradoxe pour que les Africains sortent un peu de la drogue démocratique et s'intéressent à des relations éthiques, à la relation morale, à la relation affective, à ce lien fort qui nous lie, par-delà les frontières, les écrans. Le lien d'affection, le lien d'amour. Au commencement était l'amour. Si tu n'aimes pas les gens ne t'aimeront pas. Et si tu veux faire de la politique pour ton peuple, montre à ton peuple que tu l'aimes. Ton peuple te le rendra au centuple. Prenez la figure de Sankara au Burkina Faso. Mais pourquoi Sankara n'est pas oublié? Mais parce que les Burkinabés savent que Sankara les aimait. Voilà pourquoi Sankara est 6 pieds sous terre. Les Burkinabés l'aiment encore. Quand moi j'ai vu surgir le président Ibrahim Traoré, je l'ai appelé Sankara II. Parce que j'ai vu
la puissance du lien affectif qui avait émergé entre lui et son peuple. Comparez le lien affectif entre le peuple burkinabé, le président Ibrahim Traoré, et le lien affectif entre le peuple burkinabé et le troubadour de Damiba. Est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre le proverbial Damiba, le choséologue, l'homme de la chose? C'est celui qui se bat pour sa chose, que sa chose lui appartient. Vous devez garder votre morale au top. Les Burkinabés ont même honte d'avoir laissé ce type-là être président, même pendant 3 jours. Tellement il était bouffon. Quand il finit de boire son champagne, il vient faire des proverbes pendant que les soldats burkinabés meurent. Vous devez avoir le moral au top. Mais la relation entre le chef et son peuple, mais ce qu'il y a dedans là, c'est lui-même qui sait. C'est lui qui est dedans, c'est lui qui sait ce qu'il y a dedans. Voilà un président, il sort comme ça dans la journée, il déblatère. Je voyais les militaires là qui étaient debout devant lui comme ça, qui disaient ça, c'est pas possible. Ça, c'est quel chef bouffon qu'on nous a donné cette fois-ci ici dans ce pays-là, wallahi. Ah non, c'est trop triste. Regardez la relation entre les Burkinabés et Damiba. Même aujourd'hui, les Burkinabés, ils regardent Damiba, ils secouent la tête. Ils disent, hey, Burkina Faso, on n'a pas eu de chance à certains moments. Hein. Donc le type là était président ici. Oui. Hein? Il se met devant la troupe. Vous devez avoir le moral au top. Au top. On fait quoi avec ça? Bon, alors, dernier sujet que je voudrais aborder avec vous avant de vous laisser vaquer à vos occupations, mes chers amis. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, mais inspiré par l'actualité, c'est la réaction publiée par le président Mahamat Idriss Déby Itno. Le président du Tchad a publié un billet sur sa page Facebook qui a attiré mon attention à cause d'un mot qu'il y a dans son billet là. À cause d'un mot qui est utilisé dans le billet. Pour expliquer les événements du 8 janvier, voici ce qu'il a publié. Oula, mes chers amis, nous avons déjà dépassé la barre des 7500 $. Vous avez fini avec la barre des 6000. Nous sommes déjà à 7597 $. Je pense que avant 18 h, on aura atteint l'objectif numéro 1. Merci de continuer à appeler, à contribuer et à donner une leçon de solidarité au monde. Alors, je regarde ce que dit le président Mahamat Idriss Déby Itno. Il a dit quelque chose là, il y a un mot qui m'a fait tiquer. J'ai dit, s'il dit ça, c'est qu'il veut nous dire autre chose derrière ça. Parce que derrière un mot, il y a un mot. Chez nous en Côte d'Ivoire, on a un proverbe qui dit que derrière village, il y a village. Je crois que c'est un proverbe qu'on a dans toutes les langues africaines. Derrière village, il y a village. Il y a des mots là. Quand toi-même tu le vois, tu sais qu'il y a un mot qui est caché derrière lui. Donc derrière mot, il y a mot. Hein? J'ai dit, mais mon jeune frère, le maréchal président, il commence à faire des choses dans la communication là. C'est sérieux, hein? Hein? Depuis qu'il est en train de se rapprocher de la dynamique souverainiste et panafricaniste, son langage devient clair. Maintenant, même quand vous lisez ce qu'il écrit, on comprend ce qu'il a dit. Alors que quand c'était écrit avec le style empoulé de la diplomatie france-africaine, là, quand tu lis ça, tu dors. Si vous avez quelqu'un dans vos familles qui souffre d'insomnie, donnez-lui un discours de Ouattara ou de Paul Biya. Ou mettez un discours de Ouattara ou de Paul Biya à la radio ou à la télé, dans sa chambre. Vous revenez, même dans 10 minutes, le monsieur va ronfler. Des discours insipides. Des discours hors sol, coupés de la réalité, avec des phrases tournées, je ne sais pas comment. On ne sait pas à qui il s'adresse. Cette année, nous avons travaillé sur la croissance. La croissance a atteint 2 points. Et à partir de là, nous avons projeté tout cela en termes de soutien à l'importation et à l'export. Ouattara, toi tu dis ça à qui? Qui écoute ça? Paul Biya, ses phrases. Incontestablement, un autre pays continue à se projeter dans l'avenir avec une certitude, certes mesurée, mais qui n'en comporte pas moins de fortes espérances.
Bia, on t'a fait quoi, le vieux? C'est quoi? Ça c'est quelle phrase, ça? Ça c'est un somnifère. C'est un somnifère. Ce sont des phrases qu'on devrait vendre en pharmacie pour les insomniaques, les gens qui ne dorment pas. Ouattara Dramane et Bia, on doit les déposer et les amener dans les pharmacies. On leur fait un petit cabinet où ils sont assis et les gens qui ont du mal à dormir, on dit allez écouter leurs phrases. Vous avez du mal à dormir? Ah, monsieur Fofana, vous avez du mal à dormir? Venez, venez, venez. Et il y a un monsieur là. C'est un somniférologue. Ouattara Dramane. Allez-y, allez l'écouter. Vous avez 5 minutes. Si vous ne guérissez pas, personne ne peut faire quelque chose pour vous. Oui, monsieur Mbida, vous avez du mal à dormir? Venez écouter. Il y a un monsieur là, on l'a mis dans le bureau à côté là. Il est allongé là-bas. Il est en train de faire ses discours. Il s'appelle Paul Barthélémy Biya-Bibondo. Allez écouter ses phrases. Si vous avez réussi à écouter plus de 5 minutes, sans ronfler profondément, c'est que vraiment jamais vous n'allez dormir dans votre vie. C'est fini. Et vos billes. Pour mal. Amiens. Amiens. Gassi. Gassi. Comme on dit dans toutes nos langues. Mais, donc, depuis que le maréchal président se rapproche de la dynamique panafricaniste, son langage se purifie. Son langage se clarifie. Son langage devient compréhensible. On sait ce qu'il dit. Et lui-même donne des clés pour qu'on le comprenne. Parce que maintenant, il ne cherche plus à flatter Paris, Genève, Washington, Londres, Bruxelles. Il cherche à trouver un chemin vers le cœur de son peuple. Idriss Déby Itno, là, Mahamat, ce qu'il est en train de chercher, c'est un chemin vers le cœur des Tchadiens. Parce qu'il sait qu'il n'est pas encore dans le cœur des Tchadiens. Il s'est imposé par la force. Il cherche un chemin vers le cœur des Tchadiens. Bon, il a organisé une élection avec Masra. Il a battu Masra, non? Avec l'accord de Masra. Puisque ça avait été décidé comme ça à Kinshasa. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Ils ont organisé une élection pour que Masra soit battu. Masra a été correctement battu. Ensuite, Mahamat Idriss Déby Itno lui a dit très bien, tu as bien travaillé, va t'asseoir. Voilà, il y a un banc de touche là-bas. Va t'asseoir là-bas. Bon, voilà, c'est fini, non? Il a eu l'élection. Mais Mahamat Idriss Déby Itno sait qu'il n'a pas le cœur des Tchadiens encore. Donc, il est en train de construire un chemin, un boulevard vers le cœur de son peuple. Voilà pourquoi il commence à parler clairement. Parce que quelqu'un qui veut entrer dans le cœur de son peuple parle d'une manière claire. Waworonga. Et Amewa, si tu veux que ton peuple t'aime, parle-lui clairement. Parle-lui sans cultiver les ambiguïtés inutiles. Bon, voici donc le poste qui a attiré mon attention. Le poste du président tchadien, je vais sur sa page. Mahamat Idriss Déby Itno, je vais sur sa page. Et il dit ceci. Suite à l'attaque perpétrée hier nuit par un groupe des individus mal intentionnés contre la présidence de la République, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles des victimes héroïquement tombées, armes à la main, et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais également rendre un vibrant hommage pour la réactivité, la bravoure et le professionnalisme dont ont fait montre ces vaillants soldats dans la défense de la première institution de la République. J'exprime ma gratitude quant au soutien massif et instantané exprimé par le peuple tchadien à travers ses forces vives, mais aussi le soutien de pays, amis et frères qui ont réagi face à cette tentative de déstabilisation. Il revient maintenant à la justice d'établir les faits, situer les responsabilités et appliquer toute la rigueur de la loi. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Je relis une deuxième fois la dernière phrase, parce que c'est celle-là qui m'intéresse. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Une troisième fois. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Quel est le mot-clé de cette dernière phrase?
Moi, je ne commente que cette dernière phrase. Tout ce qui a été dit avant, c'est de la communication politique traditionnelle. Mais il y a quelque chose. Il y a un gisement dans cette dernière phrase. Le gisement dans cette dernière phrase se trouve dans le mot vitrifié. C'est un mot qui a une histoire politique. C'est un mot qui a circulé d'un contexte précis jusqu'à la bouche du président Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad. L'homme, eh bien, du départ des troupes néocolonialistes. D'où vient ce mot? Si vous allez chercher ce mot dans le dictionnaire, vous n'aurez pas son sens politique. Au sens du dictionnaire, que signifie vitrifier? Je vous lis la définition du dictionnaire. Larousse, dites-nous, dans la langue française académique, qu'est-ce que c'est que vitrifier? Vitrifier. Vitrifier, c'est transformer, c'est un verbe transitif qui veut dire transformer en verre par fusion ou donner la consistance du verre à une matière. Verre, V-E-2-R-E, transformer en quelque chose qui est en verre, un peu comme un verre. Donc, pétrifier quelque chose. Ça veut dire recouvrir d'une matière plastique transparente. Vitrifier. Deuxième sens, c'est envelopper de matière plastique. Bref, en fait, dans tous les cas, vitrifier, c'est neutraliser, c'est pétrifier, c'est faire que une réalité soit littéralement transformée en quelque chose qui est figé. Vitrifier, c'est tuer. C'est tuer. N'est-ce pas? Alors, si vous restez là au niveau du dictionnaire Larousse ou du dictionnaire Robert que je viens de lire, vous n'avez toujours pas le sens politique de cette phrase. Alors, il faut faire un effort. À ce moment-là, on va dans le livre d'un des individus les plus loufoques de cette époque. Le porteur de mallette de la France-Afrique, Robert Bourgi. Je vous ai dit de ne pas acheter son livre. J'ai déjà acheté son livre pour vous. Tout ce qu'il a dit là, je vais vous dire par morceau. N'achetez pas, parce que il a déjà mangé tellement l'argent de l'Afrique que ça me fait mal que les Africains même achètent encore beaucoup son livre. Laissez nous autres ceux qui veulent travailler sur le livre, qu'ils achètent. Mais n'achetez pas trop, parce que ce type-là, c'est trop. Il a eu l'argent des mallettes de tous les dictateurs africains. Il venait donner les mallettes aux autocrates français. Jamais lui ne s'est retrouvé au tribunal correctionnel pour ça. Moi qui reçois des dons publics, c'est moi qui suis au tribunal correctionnel. Bourgi, là, tout l'argent de l'Afrique qu'il a mangé. Pas un procès. Pourquoi? Parce qu'il mangeait ça avec les gens qui sont à l'Élysée. Vous voyez ça? C'est ça. On dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Bon, revenons à notre affaire. Le mot vitrifié a connu un sort dans le champ de la sémantique politique africaine dès lors qu'il a été prononcé par un miti dominici, c'est-à-dire un intermédiaire célèbre de la France-Afrique. C'est ce monsieur Robert Bourgi. Rendez-vous à la page, pour ceux qui possèdent son livre, à la page, 285. À la page 285. Je vais vous lire l'extrait dans lequel on trouve le verbe vitrifier, utilisé d'une manière singulière. Après, on reviendra au maréchal, le président Mahamat Idriss Déby Itno. On se demandera pourquoi il utilise cette référence. Et là, on va comprendre. Je vous lis l'extrait. Au soir du second tour, je maintenais qu'il avait été élu. Proche d'Alassane Ouattara, Nicolas Sarkozy a pris fait et cause pour la commission électorale nationale indépendante. Dès lors, pour lui, il fallait que Laurent Gbagbo s'en aille, selon sa propre expression. Il fulminait. Sarkozy fulminait. Cette position m'a été confirmée lors d'un entretien à l'Élysée, début décembre 2010. Alors que la crise post-électorale pointait, il pestait en bras de chemise. Sarkozy pestait. Il me casse les pieds, ton Gbagbo. Mais pourquoi dis-tu mon Gbagbo? Je connais aussi tous les autres protagonistes. Il est victime d'un faux calcul de notre pays. Il voulait que je le persuade de quitter le pouvoir, qu'il foute le camp. En accord avec les partenaires européens et occidentaux, il était même disposé à lui proposer tous les égards dus à un ancien chef d'État. Une chaire d'histoire dans une université française, un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA. Vous voyez comment on vend les postes dans les universités en France? Un salaire mensuel de 30 millions de francs CFA, versé par la présidence ivoirienne, une protection rapprochée, bref, la totale. Je suis alors retourné dans le bureau de Claude Guéant pour téléphoner à Laurent Gbagbo, investi le 4 décembre 2010. Son aide de camp m'a indiqué qu'il était remonté comme jamais, que Laurent Gbagbo était remonté comme jamais. Il m'a pris malgré tout au téléphone
très agacé, il me dit, alors Bob, Bob, il y a quoi? Qu'y a-t-il? Laurent Gbagbo demande à Bob. Et le fameux Bob, c'est-à-dire Robert Bourgi, répond à Gbagbo, Laurent, on se connaît depuis plus de 20 ans, tu es le tonton de ma famille. Je t'appelle du bureau du secrétaire général de l'Élysée. Je sors de celui du président de la République. Voilà ce qu'il te propose. Et aussitôt, Laurent Gbagbo répondit, Bob, écoute-moi bien. Dis à Sarkozy que je serai son Mugabe. Je refuse. Je ne capitulerai pas. Je vais prendre d'assaut l'hôtel du Golfe et je comprends que tu n'es plus mon ami. Ces propos m'avaient extrêmement chagriné. Nous sommes retournés dans le bureau du président Sarkozy qui nous attendait dans un canapé. Apprenant le rejet de ces propositions, je le vois bondir d'un coup. Il dit, dès demain, je le vitrifie. Sarkozy de Nagui Bokcha, ce bout d'homme bondit sur ses jarrets et s'écria, dès demain, je le vitrifie. Dès demain, je le vitrifie. Dès demain, je le vitrifie. Et Bourgi de commenter en disant, la suite est connue. À la page 285. Voilà donc le contexte dans lequel le concept de vitrification est devenu un concept de la politique africaine. C'est la bouche de Nicolas Sarkozy qui a utilisé ce concept. Maintenant que nous connaissons le sens politique du concept de vitrification, c'est-à-dire le fait pour un dirigeant français d'éliminer un dirigeant africain, le fait pour un dirigeant français d'utiliser la puissance de l'armée française pour écraser un dirigeant africain, maintenant que nous connaissons la définition politique de la vitrification, nous pouvons revenir maintenant auprès du président Mahamat Idriss Déby Itno et nous poser la question suivante. Mais pourquoi utilise-t-il le concept de vitrification? Est-ce que le président Mahamat Idriss Déby Itno utilise le concept de vitrification au sens ordinaire de la langue française, tel qu'il est défini dans le Larousse? Ou est-ce qu'il l'utilise au sens politique, c'est-à-dire au sens de l'action de tentative d'assassinat, voire d'assassinat, d'un dirigeant africain par un dirigeant français, colonialiste ou néocolonialiste? La question est posée. Mais moi, je vais vous répondre que le président Mahamat Idriss Déby Itno utilise le concept au sens politique. C'est une accusation indirecte contre le néocolonialisme français. Il nous indique que l'attaque de son palais est quelque chose qui est compatible avec les intérêts du néocolonialisme français, dont il est en train de débarrasser les troupes de son pays. Vous me demanderez comment l'a-t-il indiqué? Par une simple technique stylistique qu'on appelle l'insistance ou la répétition. Il dit ceci, lisons la phrase. Les assaillants de cette vaine tentative visaient à me vitrifier, mais ils ont été vitrifiés par la vaillance, la vigilance et le courage de la garde présidentielle. Le fait qu'il répète le mot vitrifié est une manière pour le maréchal président tchadien de nous dire c'est vitrifié au sens de Bourgi et de Gbagbo et de Sarkozy. C'est vitrifié au sens de Bourgi, Gbagbo, Sarkozy. L'affaire Gbagbo, Sarkozy, Bourgi là. Le sens qui a été donné au mot vitrifié, c'est à ça que je fais allusion. Mais comme vous risquez d'oublier, j'utilise vitrifié 2 fois. Pour vous dire vitrifié, 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 vitrifié. Si votre cerveau dort, vous n'avez pas compris que je suis en train de vous parler de ce dont Bourgi parle dans son fameux livre. C'est le sens politique du mot vitrifié. Donc en fait, à travers ce concept de vitrification, Mahamat Idriss Déby Itno fait peser les soupçons sur la puissance française et oriente les doigts vers elle pour dire ce sont eux, parce que j'ai demandé qu'ils retirent leurs troupes de mon pays, ce sont eux qui veulent me vitrifier, parce qu'ils en ont l'habitude, comme Sarkozy avait voulu vitrifier Gbagbo. On veut me vitrifier. Alors, je trouve que cet exercice de communication politique, de la part de mon jeune frère, le président Mahamat Idriss Déby Itno, est très intéressant. Il commence à être intéressant. Parce qu'il commence à parler d'une manière très claire. Et je l'encourage à continuer. De toutes les façons, il n'a pas de choix. Actuellement, là,
Le président Mahamat Idriss Déby Itno est dans la situation du cabri, eh bien, du proverbe ivoirien, qui dit, cabri mort n'a pas peur de... Il n'a pas peur de quoi? Écrivez ça vous-même. Cabri mort n'a pas peur de quoi? Il n'a pas peur de couteau. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Actuellement là, le maréchal président tchadien, il s'en gaba. Ça sort comme ça sort. Parce qu'il sait que la décision qu'il a prise de rompre ses accords militaires, c'est la plus grave décision de sa vie. Quand tu es petit garçon chez nous en Afrique, tu penses que la plus grave décision de ta vie, c'est de te faire circoncire, d'accepter le jour où on t'amène chez l'infirmier ou chez le Haoussa qui coupe les pines là. C'est le jour le plus grave de ta vie. Hein? Nous, les petits garçons africains qui avons été circoncis, à l'époque, on n'utilisait pas d'anesthésie. Franchement, dans ma petite enfance, c'était le jour le plus grave de ma vie. Le jour où mon père a dit, on s'en va chez son meilleur ami, que je salue, il est toujours vivant au Cameroun, qui était infirmier. Je pense que c'est lui qui nous a circoncis. On s'en va chez mon ami Papa Charles. Papa Charles est un grand infirmier breveté d'État qui est maintenant à la retraite. Charles Ngonankoum, c'est mon père. Je l'aime beaucoup. Je vais penser à lui là, dans la semaine qui vient. Ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé. C'est un papa, ami de mon père, et qui nous a tous vus grandir. Et il était infirmier. Il est à la retraite maintenant. Il vit à Bédi, derrière la cité des Palmiers, avec ma mère Marie, sa femme. Sa maison, c'est chez moi. Parce que mon père et lui ont été amis tout le temps que mon père était vivant sur la terre. Jusqu'au départ de mon père. Papa Charles Ngonankoum, saluez-le. Si Nkoum est là, il faut aller saluer le vieux de ma part. Ernestine, saluez le vieux. Maria, saluez le vieux. Saluez le vieux. Dites-lui que je pense à lui là, ce week-end. Je vais penser à lui, Papa Charles. Parce que je raconte l'anecdote et je pense à lui. J'aime beaucoup ce papa et ce papa m'a beaucoup aimé. Donc, quand mon père veut nous circoncire, il dit d'aller là-bas. Il ne nous a pas dit pourquoi. Hein. Ce qui est bizarre, c'est qu'on nous a donné des pagnes. Il y avait des pagnes pliées comme ça. Et je savais, mon grand frère avait dit que le jour où on te donne les pagnes pour aller chez Papa Charles, sache que c'est le jour le plus grave de ta vie. C'est quand on est arrivé là-bas, j'ai vu les gaillards qu'il y avait dans la cour. Parce qu'il y a des gaillards pour attraper tes pieds et tes mains. Pendant qu'on va travailler sur ton zizi là. Wallahi billahi talahi. Ah! Tu dis, on m'a eu. Et Papa Charles, sa maison est dans une barrière. Donc, tu vas voir comment. Et puis les gars là sont costauds. Les gars là sont costauds. Donc, au moment où tu vois qu'en fait on m'a amené pour me couper, tu veux te chercher. Non, les gars te neutralisent. Tu ne cours même pas 3 mètres. Les gars t'ont déjà pris. Et à tu regardes dans leur visage, tu dis, voici donc ma mort. I don't die today. Ça t'arrive une fois. Plus tard dans la vie, tu peux avoir d'autres accidents, des chocs, etc. qui vont te faire savoir que c'est le jour le plus grave de ta vie. Mais en fait, dans la vie politique, le jour le plus grave pour un dirigeant, c'est quand il dit non à une puissance néocoloniale. Dans la vie politique, là, le jour le plus grave pour un dirigeant politique africain d'un pays néocolonisé, c'est le jour où il dit non. Parce que le jour-là, il a signé, du point de vue de la puissance néocoloniale, son arrêt de mort. Yamewa, vous avez compris, non? Vous voyez déjà comment nous qui sommes des civils, qui n'avons pas pris les armes, qui n'avons pas exercé le pouvoir politique en tant que tel, vous voyez comment on nous persécute, combien de fois lui. D'où le mot vitrifié. Il utilise le mot vitrifié parce qu'il est conscient que du point de vue de certains, lui, il est un futur mort par accident. Oui! C'est ce qu'il veut nous dire. Et j'aime la lucidité du président tchadien. Il sait que là où il est là, il est cabri mort qui n'a pas peur de couteau. Donc il dit, comme on dit chez nous à Yaoundé, Moraou aou. Moraou aou. Quelqu'un est mort, il est déjà mort. Et il l'a déjà dit, quand il est allé combattre dans l'opération Haskanit, il était assis là-bas avec son fusil posé sur ses jambes. Il dit de toutes les façons, c'est Dieu qui choisit le jour de ta mort. Hein. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Cette disposition mentale, cette lucidité-là est extrêmement importante pour un dirigeant politique qui veut aller dans la dynamique de la souveraineté. Monsieur le Président, accélérez les opérations. Rapprochez-vous vers vos frères de l'Alliance des États du Sahel. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte.
Accélérez les opérations de réconciliation nationale avec vos frères. Faites souffler un vent de confiance, un vent de paix. Acceptez de reconnaître vos torts, vos fautes, vos erreurs devant vos frères. Faites souffler ce vent-là. Enlevez du cœur des Tchadiens la peur permanente d'être tués et de mourir violemment par la faute des Tchadiens. C'est urgent. Diversifiez votre partenariat géostratégique et géopolitique comme vous avez commencé. N'attendez rien ni personne. Écoutez votre conscience. Écoutez votre peuple. Et écoutez la voix du Tout-Puissant. Quels que soient les défauts, les crimes que vous aurez commis dans l'exercice de ce pouvoir, qui, comme tout pouvoir humain est éphémère, si vous faites l'effort de vous repentir et de servir authentiquement votre peuple pourra vous trouver une place dans son cœur. Et c'est la plus belle des places pour un homme sur la terre. Être aimé par les siens. Pour y arriver, Monsieur le Président, il vous faudra une révolution personnelle plus profonde que ce que vous avez fait jusqu'ici. Mais vous êtes sur le bon chemin. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de penser que vous pourrez manger à tous les râteliers, gagner à tous les râteliers. Ça ne marche pas comme ça, cette affaire-là. La décolonisation est un choix radical. La souveraineté, c'est un choix radical. C'est l'affaire d'une vie. C'est le sens d'une vie qui est décrété quand vous dites armée française quitter le sol tchadien. Ce jour-là, vous avez changé votre vie. C'est terminé. C'est comme le... Si vous vous souvenez du jour où on vous a circoncis. Bon, chez les musulmans, on fait ça tellement tôt. La plupart de mes frères musulmans, parfois, ne se souviennent pas. C'est un jour grave. Le jour où vous leur dites non, non, non. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire et je tiens à vous remercier, mes chers amis. Ça fait maintenant bientôt 1h30 que je vous entretiens. C'était la conversation du jour, de la mi-journée. Merci à celles et ceux qui sont engagés dans l'élan de solidarité pour votre serviteur. Merci à celles et ceux qui partagent la présente conférence. Et nous nous retrouverons plus tard pour d'autres travaux. Bon, votre serviteur est donc entièrement mis à la disposition de l'Afrique des libertés. À quelque chose, malheur est quoi? Écrivez vous-même. Ils ont dit dans leur devise ici, à quelque chose, malheur est bon. Bon, écoutez, moi je me lève pendant un mois entier. Quand on me paye mon salaire, si mon salaire, tellement on m'a coupé mon salaire, mon salaire est revenu à 3500. Quand c'est beaucoup, ça fait 3500 €. Le travail d'un mois. Vous l'entendez, non? Je sais assis, je n'ai pas provoqué quelqu'un. Il vient, il coupe mon salaire. Les Africains disent, bon, on va lui donner ça en 6 heures de temps. Et on va lui donner plus. Parce qu'on sait que tu veux le persécuter plus. On va lui donner plus. Je suis assis. Ce que je fais pendant un mois là, pour gagner 3500 €. Les Africains disent, prof, va dormir. On arrive. On va lui montrer. Il va voir. Comme dit le président Babou, il va voir. Bon, ceux qui disent qu'ils sont donc aimés par les Africains, faites un test. Créez un lien GoFund, posez sur votre page vidéo, posez sur votre page YouTube, posez sur votre page TikTok. On va voir si les Africains vous aiment. C'est pas compliqué, parce qu'il y a des gens qui sont là, ah, c'est le mendiant. Mon frère, il n'y a rien dans jalousie. Créez un lien GoFund là. Tu sais combien de minutes ça prend? 10 minutes. Crée, tu mets sur ta page. Wallah, il n'y a rien dans jalousie. Moi, je ne jalouse pas quelqu'un. Faites comme moi si vous pensez que vous méritez. Si moi-même je suis convaincu que vous méritez, c'est moi-même qui vais venir aussi donner. Vous avez compris, non? Donc, laissez ceux qui viennent là, les petits jaloux, hein? Les petits jaloux qui ne servent pas authentiquement et sincèrement le peuple africain, mais qui veulent avoir les honneurs et les avantages. Vous voulez avoir ça, vous faites quoi de bon? Les gens qui se promènent là sur les réseaux sociaux pour le japap, le buzz, hein, et pour raconter des propos salaces. Les Africains sont en train de se désintoxiquer de tout ça. Hein? Il faut privilégier ceux qui font un travail essentiel. Soyez bénis. Soyez bénis, mes chers amis. Voilà, on redonne la parole au grand maître Jean Bikoko Aladin pour nous conduire vers la sortie de cette émission. Heki Djamle Gwengen.
Ou bien c'est faux. Khalil Moulay Haïdara. Haïdara, c'est vrai non? Aou Kai Aou. Ou bien c'est faux? Si les Africains t'aiment, il faut montrer. Au lieu de venir m'insulter parce que les Africains m'aiment, va sur ta page. Tu mets un lien GoFund, puis on va voir comment les Africains t'aiment. Il y en a d'autres. Pendant qu'on explique l'importance de l'engagement souverainiste du Tchad, eux, ils sont en train d'insulter leurs frères panafricanistes. Parce qu'ils pensent que c'est grâce à ça qu'ils vont être pris au sérieux. Mais on ne peut pas te prendre au sérieux. Puisqu'on sait que toi, ta tête là, elle a la forme de ton ventre. on sait que ton cerveau là, il est dans ton estomac. Ça là, tout le monde sait. Il suffit qu'on te regarde, on sait ça. Et puis c'est toi qui veux expliquer que le docteur Nyamsi Wa Cameroun, qui demande de soutenir la dynamique souverainiste du Tchad, n'a pas compris que le Tchad est une dictature et que le peuple tchadien souffre. C'est à moi que tu expliques ça. Toi, tu peux m'expliquer le Tchad? Il y a des plaisantins ici sur Internet. Ah! Ballon. Je dénonce. J'ai toujours dénoncé la dictature au Tchad. J'ai pleuré mon frère Yaya Dilo Dieroumbéji. Ici. Et je continue à demander au président Mahamat Idriss Déby Itno de reconnaître sa responsabilité dans l'élimination de son frère et d'engager un processus de la réconciliation et du pardon dans le Tchad. Mais ce n'est pas pour cela que je vais négliger la dynamique souverainiste qui a commencé au Tchad. Il faut être un ignare en géopolitique et en géostratégie pour ignorer cela. Aujourd'hui, là, l'équilibre du monde multipolaire, il repose entre autres sur le président russe Vladimir Poutine. Mais il n'y a pas eu d'opposants éliminés en Russie. Il n'y a pas eu de plainte que Vladimir Poutine est un autocrate. Les mêmes qui font semblant qu'on ne peut pas regarder Mahamat Idriss Déby Itno de deux points de vue. Le point de vue géopolitique et puis le point de vue, en effet, moral. On peut le critiquer sur le point de vue moral, mais il est en train de faire des efforts en géopolitique et géostratégie. Ils appliquent cette grille-là à Poutine. Ils vont à Moscou. Ils sont contents d'être à Moscou. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'opposants en prison chez Poutine? Est-ce que Poutine, là, n'a pas puni certains Russes comme s'est comporté Mahamat Idriss Déby Itno avec les Tchadiens? Là, les mêmes là, qui ouvrent largement leur gueule sur les réseaux sociaux, soi-disant pour faire une rivalité interpanafricaniste en matière d'analyse. Qu'ils aillent critiquer Poutine. Ils ne critiquent pas Poutine parce que Poutine est utile à l'anticolonialisme et à l'anti-impérialisme dans le monde. Ils vont au Venezuela. Ils ne critiquent pas Maduro ou Chavez. Pourtant, les opposants de Maduro ou Chavez disent que c'est des dictateurs. Quand ils sont au Venezuela, il faut voir comment ils ont la bouche ouverte jusqu'aux oreilles. Ils sont contents d'être là-bas, mais ils ne savent pas qu'il y a des Vénézuéliens qui se plaignent de Maduro, qui se plaignent de Chavez. Il y a des Vénézuéliens qui s'en plaignent, oui ou non? Mais là-bas, il n'y a pas de problème. Quand vous allez là-bas, c'est correct. Mais quand il faut regarder notre frère, Mahamat Idriss Déby Itno, pour les efforts qu'il fait, non, ah, c'est des panafricanistes de salon, ils ont trahi quoi. Moi, j'ai besoin de trahir quoi. Dieu ne m'a jamais laissé sans le minimum pour vivre. Je n'ai pas besoin de vadrouiller sur Internet pour vivre. J'ai toujours travaillé pour vivre. Donc quand tu te lèves là pour essayer de te comparer à moi en matière d'analyse panafricaniste, compréhension panafricaniste, dis-nous déjà de quoi tu vis. Qu'est-ce que tu sais faire de tes 10 doigts? Vraiment, il y a des enfants impolis sur Internet. Et il faut leur dire de faire très attention. Faut pas, quand vous faites vos histoires, il ne faut pas tourner, arriver sur moi. Parce que moi, quand je tourne, j'arrive sur toi. Oui, ouais, nous voilà tombé. Appliquez la grille que vous appliquez donc à Mahamat Idriss Déby Itno. Votre purisme panafricaniste. Appliquez ça à Maduro. Appliquez ça à Poutine. Appliquez ça à Chavez. Appliquez ça à Raoul Castro ou à Fidel Castro. Appliquez ça à Kadhafi. Appliquez. Vous verrez que leurs régimes, d'une manière ou d'une autre, sont critiquables. Mais nous faisons une lecture géopolitique et géostratégique. Et quand un dirigeant africain fait un effort géopolitique et géostratégique, vous arrêtez vos conneries à 2 balles. Et vous regardez le monde du point de vue de son équilibre gigantesque. Et vous maintenez la critique contre la dictature tout en reconnaissant les progrès géopolitiques et géostratégiques.
Ça s'appelle l'exigence radicale de l'intellectualité dans la nuance. Mais ça s'apprend. Si vous ne lisez pas les grands livres, si vous n'êtes pas cultivé, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau. Je vous plains, je vous comprends, en même temps que je vous blâme. Arrêtez de chercher la concurrence avec ceux qui ne sont pas de votre gamme. Ceux qui n'ont jamais chassé les moutons avec vous. Arrêtez de vous comparer à eux. Même à Abidjan, on dit les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. C'est pas parce qu'on est tous sur Facebook, on est tous sur YouTube, on est tous sur TikTok. On ne se vaut pas du point de vue de l'épaisseur d'esprit. Voilà, et on ne se vaut pas. Et les Africains le savent. Voilà pourquoi, personnellement, je soutiens systématiquement les panafricanistes en difficulté. Et je ne passe pas mon temps à chercher à rivaliser avec un tel ou un tel. Parce que je sais que chaque être humain est singulier et unique. Ma communication, quand je me lève là, elle n'est pas orientée contre un panafricaniste. Mais celui qui s'amuse à vouloir faire cela, qu'il sache que je serai son terminus. Parce que moi, je mène des batailles de communication à un niveau très élevé, contre des gens plus puissants que tous les panafricanistes qu'il y a ici dehors. Vous comprenez? Voilà, il faut faire attention. Vous tournez, vous faites des phrases, mon nom va sortir dans votre bouche. C'est là où vous allez donc rencontrer le Njunju Kalaba de la communication. Njunju Kalaba. Quand je sors comme ça sur toi, demandez à Makoso, demandez à Ouattara Draman, demandez aux aventuriers ambigus de Dakar, quand j'arrive sur toi comme ça. Mais pourquoi Macron me persécute? Pourquoi Macron est concentré sur moi? Il sait. Voilà. Donc nous-mêmes on sait, hein, on peut être terrible dans la bataille. On peut être terrible. Oui, oui. Gang, gang. Merci beaucoup mes chers amis. Union de prière, solidarité, soutien. Merci. Ah, mais la dame, vraiment, il faut lui dire que faut pas mon nom va sortir de sa bouche. Si mon nom sort de sa bouche, il va regretter. Hein. Il va regretter en Afrique, même pas ici, c'est en Afrique qu'il va regretter. Celui qui s'amuse là, avec mon nom dans sa bouche. Je vais lui montrer que on est tous là-bas en Afrique. Mais je ne suis pas ton camarade. Voilà. Si tu ne peux pas appliquer ta critique totale, intégrale à Poutine, à Maduro, à Chavez, tu t'en vas là-bas, tu te filmes. Même si on te voit à côté d'un poteau tricolore, tu prends une photo. Je suis à côté d'un poteau tricolore au Venezuela. Mais il y a beaucoup de Vénézuéliens qui se plaignent du régime du Venezuela, comme les Tchadiens se plaignent de Mahamat Idriss Déby. Pourtant, nous, Africains, on sait que Maduro est important pour le monde. Chavez est important pour le monde. Ils ont des défauts, ils ont des limites, des insuffisances dans leur politique intérieure. C'est vrai, mais on ne va pas sacrifier le grand Chavez, le grand Maduro, parce qu'il y a des opposants bien souvent corrompus par l'impérialisme occidental qui se plaignent. Même des opposants qui se plaignent avec raison. Ce n'est pas une raison qu'on sacrifie Maduro. Parce que Maduro est très important pour la planète. Voilà. La vie, comme le dit le docteur Joseph Foyet, mon ami personnel à Douala au Cameroun, le chef du CERAD, eh bien, la vie, c'est une échelle de valeur. Hein? C'est mon ami Joe Foyet, spécialiste de radiologie à Douala, qui utilise souvent cette formule. Quand on cause, il me dit, il m'appelle maître. Il dit maître. Je dis hein, docteur. Il dit la vie c'est une échelle de valeur. Si tu n'as pas une échelle de valeur dans ta vie, tu vas avoir des problèmes de. Yannick Kamdoum. Merci papa. Merci Yannick. Oui, Franck Bagna. Quand quelqu'un me cherche des histoires, je lui sors le Njunju Kalaba. En Côte d'Ivoire, on l'appelle Kakamou. Celui qui me cherche des histoires là, je lui sors mon Kakamou. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Gang, 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 gang. Bon vendredi à toutes et à tous. Merci. Alors, combien étions-nous ici? Je commence par TikTok. Donc, je vous dis que nous étions sur YouTube. Au total, nous étions, oui, près de 3000 sur YouTube, près de 1000 sur Facebook. Et sur TikTok, combien étions-nous? Combien étions-nous? Je ferme TikTok. Et je vous dis, nous étions 23 000
en direct sur TikTok. 23 000 en direct sur TikTok. J'aime bien vous montrer une plateforme qui décompte mieux les spectateurs. Parce que quand je ferme la chaîne YouTube, là je vois que il y a 28 000 vues, il y a 30 000 vues. Mais quand on est en direct, il compte d'une manière assez restrictive. Pareil sur Facebook. Vous fermez, vous vous rendez compte qu'il y a plus de gens qui étaient là qu'on ne vous a dit. TikTok décompte mieux. 23 000 sur TikTok. Plus, eh bien, environ 5 000 au total sur les autres plateformes. Je vous remercie. Pour près de 28 000 personnes en direct, en pleine journée, eh bien, c'est vraiment beaucoup de considération pour votre serviteur. Je voulais partager ma bonne humeur, ma reconnaissance, ma gratitude, et soumettre la pureté de cœur que vous avez envers moi à la grâce de nos ancêtres angélisés, au Tout-Puissant. Bon, deuxième jour de chômage forcé décidé par Macron, mais bon, je travaille là. Je travaille pour l'Afrique. Hein? Quand on ne veut pas de mes chansons d'un côté, je les mets dans ma guitare et je les joue de l'autre côté. C'est la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour tous ceux qui nous soutiennent et qui partagent le lien de contribution. D'ailleurs, où est-ce que nous en sommes? C'est la fin de l'émission. Nous sommes à combien là? Au niveau des dons. Eh bien, écoutez, nous sommes à 8 631 $. Il est midi 53 minutes en France. Et nous sommes déjà à 8 631 $ de dons. Les dons ont commencé à 4 heures. Je salue l'antenne américaine de l'Institut de l'Afrique des Libertés pour l'efficacité de cette collecte de dons. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui prennent des abonnements directs. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors Atarae. Eh oui, Fred Marty, c'est clair que l'ère du Verseau, c'est notre ère. C'est notre ère, l'ère du Verseau. C'est notre ère. Je ne m'ennuie jamais. Suleiman, tu as raison, mon frère. Iniché Suleiman Diawara. Je ne m'ennuie jamais. Voilà. En moins de 8 heures de temps, les Africains sont pratiquement en train de me donner en 8 heures de temps, maximum 10 heures de temps, ils sont pratiquement en train d'arriver à 10 000 €. Voilà la différence. Je comprends que les ennemis de l'Afrique me détestent parce que les Africains m'aiment. Et moi, j'ai des preuves concrètes. On m'appelle le docteur des preuves. Moi, j'ai des preuves concrètes que les Africains m'aiment. Voilà. C'est tout. Portez-vous bien. Ah, Prince Abdoulaye Akhenaton dit qu'ils n'ont encore rien vu. Ils n'ont rien vu encore. Dolly Music Man, sois béni mon frère. Marilou Linda Sissoko, toi aussi tu adores Trohiki Jambli Kouyengen. Marilou, Iniche, Mahat Koulak, ma soeur à moi. Sois béni, grande Camerounaise. Rodis Roding. Non mais Rodis Roding, il faut qu'on s'asseye pour manger le bon poisson, non? Hein? Tu me dis ta position dans l'espace, Rodis. Hein? Tu me dis ta position dans l'espace. On va déguster quelque chose ensemble. Merci de votre fidélité, mes amis. Merci beaucoup. Raoul Dassi. Ah, vous êtes tous là, mes frères. Bourema. Li, merci. Ndiko Bouayo Pérez. Je salue Bujumbura, au Burundi, où j'ai de plus en plus d'amis. Je salue les amis au Rwanda. Je salue Kigali, l'Africaine. Si j'avais lancé un direct sur TikTok, je l'ai fermé. Afrique des libertés Talk. Je viens de le fermer. Merci. Merci beaucoup. Bon vendredi. À plus tard. Merci.